écoutez, on va donc démarrer cette réunion qui a pour thème le nouveau dispositif sur l'activité partielle de longue durée. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit message ou voilà, ou à prendre la parole. On tâchera d'y répondre au fur et à mesure. Alors, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Christine Caillé, juriste au MEDEF Seine-et-Marne, et en cours de réunion, à la fin de la réunion, des représentants de la Directe nous rejoindront pour apporter un éclairage sur justement eux de ce qu'ils voient et des autorisations qu'ils peuvent donner au titre de ce dispositif de l'activité partielle de longue durée qui passe en leurs mains au final au niveau des autorisations. Alors, pour la bonne compréhension des choses, je vais vous partager le document que j'ai préparé. Alors, écran partagé. Attendez, je vais vous demander un petit instant. Voilà, est-ce que vous voyez bien tous le document? Voilà, c'est bon, vous voyez le document? Bon. Alors, le dispositif... Voilà, donc ce dispositif... Attendez, excusez-moi, juste, c'est un petit peu... Bon, je me débrouille. Alors, ce nouveau dispositif est une alternative en fait au dispositif que l'on connaissait juste avant de l'activité partielle. Alors j'ai l'activité partielle de droit commun, mais en fait il a été pas mal modifié avec la crise sanitaire. Donc il y a d'un côté le dispositif partiel réformé, enfin classique mais réformé, et vient se juxtaposer ce nouveau dispositif d'activité partielle de droit commun qui est un dispositif temporaire, enfin, qui se veut être un dispositif temporaire de sauvegarde de l'emploi. Donc ce dispositif a été créé par la loi du 17 juin 2020 sur diverses dispositions liées à la crise sanitaire, donc qui est rentrée en application depuis le 1er juillet 2020 et qui a pour vocation à durer plusieurs années, donc jusqu'à une mise en place jusqu'au mois de juin 2022. Et cette loi a fait l'objet d'un décret d'application du 28 juillet 2020 où on a eu des précisions en sachant que là aussi on attend un décret d'application qui devrait intervenir le mois prochain, qui va apporter quelques précisions complémentaires, mais le dispositif est opérationnel en tant que tel. D'ailleurs, des entreprises ont déjà déposé des dossiers APLD, donc activité partielle de droit commun, des dossiers APLD et le mettent déjà en place. Enfin, ils l'ont déjà mis en place sur août, puis à la rentrée. Alors, pour mettre en place ce dispositif, pour pouvoir mettre en place au sein de vos entreprises ce dispositif, si vous le souhaitez, si vous en avez besoin, il y a du formalisme. C'est un petit peu l'inconvénient de ce dispositif. Il y a du formalisme un peu, enfin plus conséquent que ce qu'on connaissait par rapport à l'activité de droit commun. Donc il y a quand même un dossier, et c'est vrai que ça freine certaines entreprises. Il y a un dossier à transmettre
à la directe, donc à l'administration du travail, donc, qui est applicable donc, depuis le 31 juillet 2020 jusqu'au 30 juin 2022. Alors, ce dispositif, en fait, c'est un amalgame, une espèce de mix entre l'activité partielle de droit commun, que l'on connaissait, qui est un dispositif qui existe depuis très, très longtemps, et les mesures spécifiques Covid. Donc, classiquement, l'activité partielle, donc c'est une alternative au licenciement économique. Il y a un trou d'air au niveau de l'activité de l'entreprise et plutôt que de rompre les contrats de travail, on réduit le temps de travail pour passer sur ce mauvais cap et maintenir les postes de travail. Donc, et là, pour le coup, ça va être prévu sur une plus longue durée. Donc, c'est vraiment fait pour les entreprises qui vont être confrontées à une réduction d'activité durable, donc plusieurs mois, voire plusieurs années, mais sans compromettre la pérennité de l'entreprise. Donc, et ce dispositif, ça permet on va revenir sur tous ces points, mais c'est pour vous expliquer la philosophie de ce dispositif. Et ça permet un maintien du niveau actuel d'indemnisation des salariés et également un maintien du niveau de remboursement aux entreprises parce que l'activité partielle classique, enfin, dans le dispositif de l'activité partielle classique, ça a été annoncé par le gouvernement, mais on est dans l'attente du décret, les niveaux d'indemnisation, tant pour les salariés que pour les employeurs, vont diminuer dans le cadre du dispositif classique. Donc, ça permet, en basculant sur ce dispositif de longue durée, d'avoir un niveau d'indemnisation similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, le dispositif, alors initialement, vous avez peut-être vu passer, le dispositif, il portait le nom de ARM, activité réduite de maintien dans l'emploi. Puis finalement, ils sont revenus sur l'appellation APLD, activité partielle de longue durée. Alors, juste, oui, pour information sur le maintien donc le niveau actuel au niveau du droit commun, le niveau actuel, il est de 70% pour les salariés, 70% de la rémunération brute. Ce qui est annoncé, mais on est dans l'attente d'un décret, ce qui est annoncé pour le mois prochain, enfin à partir du mois prochain, c'est que l'indemnisation pour les salariés va descendre à 60%. Donc de 70% la rémunération brute à 60% à partir du mois prochain. Et au niveau du remboursement aux employeurs, aujourd'hui le remboursement est à 60% de la rémunération brute, ça chuterait à 36%. Donc là, le remboursement des entreprises dans le système classique va vraiment diminuer de façon très importante, d'où l'intérêt également, enfin surtout, mais de basculer dans ce système nouveau d'activité partielle de longue durée. Alors, comme je vous le disais, c'est un inconvénient de ce système, il y a du formalisme assez lourd. La mise en place de cette activité partielle de longue durée, voilà, il ne suffit pas juste de consulter les représentants du personnel et d'aller sur la plateforme activitépartielle.gouv.fr et de faire la demande en ligne. Il faut faire soit un accord d'entreprise validé par la directe, par l'administration du travail, soit faire un document unilatéral, mais uniquement en application directe d'un accord de branche étendu par rapport à la convention collective dont vous relevez. Et ce document unilatéral doit être homologué par l'administration. Alors, le choix entre
faire un accord d'entreprise ou faire un document unilatéral, il n'est pas complètement abstrait. Pour faire un document unilatéral, encore faut-il que vous ayez non seulement un accord de branche, or à ce jour, il y a très peu d'accords de branche qui existent, et en plus, il faut qu'il soit étendu. Donc, même si vous êtes adhérent à votre branche, si l'accord n'est pas étendu, il ne vous est pas obligatoirement applicable et vous ne pouvez pas vous appuyer sur ce texte pour faire un document unilatéral. Bon, après, une fois que les accords de branche sont déposés, l'extension arrive très, très vite. Le ministère du Travail fait en sorte, en quelques semaines, de faire une extension de cet accord de branche pour qu'il soit étendu. Mais à ce jour, il y a très peu d'accords de branche. Il y a notamment les deux grandes branches mais j'y reviendrai. Hein. Il y a la convention collective de la métallurgie, il y a le Syntec. À part, il y en a très très peu. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, sauf voilà, les quelques branches qui ont négocié, sinon les autres entreprises n'ont pas d'autre choix que de faire un accord d'entreprise. Alors, comment on fait un accord d'entreprise? Après, c'est les règles de droit commun de la négociation en entreprise. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, il faut faire un projet, en fait, un projet d'accord et le soumettre aux salariés et faire un référendum, un vote. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui n'auraient pas de représentants du personnel, qui n'auraient pas de comité social et économique, elles peuvent également faire un projet et faire un référendum auprès des salariés. Et si les 2/3 des salariés acceptent le projet, ça vaut accord d'entreprise. Pour les entreprises de 11 salariés à 49 salariés, elles peuvent négocier directement avec les représentants du personnel, avec le comité social et économique, ou au choix avec des salariés mandatés par une organisation syndicale. Mais même dans ce cas-là, il faut un référendum. Donc, pour les entreprises de 11 à 49 salariés, soit elles font un accord directement avec le CSE, soit, au choix, elles passent par un salarié mandaté par une organisation syndicale et validé par un référendum. Pour les entreprises à partir de 50 salariés, alors par ordre, il faut déjà qu'elles passent par le CSE mandaté par des organisations syndicales plus un référendum, premier niveau, ou à défaut de mandat, elles peuvent négocier directement avec les représentants du personnel, ou à défaut, passer par des salariés mandatés par des organisations syndicales et validés par un référendum. Bon, c'est un peu compliqué. Après, il faut regarder dans les textes à quel niveau voilà, vous êtes. Voilà. Alors après, se pose aussi, j'ai eu des questions sur des entreprises qui avaient un accord de branche étendu, mais pour autant, qui ont fait le choix de faire un accord d'entreprise pour ne pas être liés par cet accord de branche. Parce que quand on fait un document unilatéral en application d'un accord de branche, il faut se caler strictement à l'accord de branche. Mais si on veut négocier autre chose que l'accord de branche, à ce moment-là, on peut ne pas être lié par l'accord de branche, mais il faut passer par un accord d'entreprise. Voilà. Donc, les entreprises qui, entre guillemets, ont la chance d'être couvertes par un accord de branche étendu, elles ont le choix. Soit elles font un document unilatéral, mais en application directe de l'accord de branche, soit elles négocient, voilà, parce qu'elles font le choix ou parce qu'elles veulent vraiment passer par la négociation interne. Elles négocient un accord d'entreprise et elles peuvent se délier des dispositions strictes de leur accord de branche.
quand vous élaborez cet accord d'entreprise ou ce document unilatéral, il faut obligatoirement consulter le CSE, alors surtout si c'est un document unilatéral, vous êtes obligé de faire une consultation du CSE. Et je vais dire, même si c'est un accord d'entreprise que vous négociez avec les délégués syndicaux, il faut quand même faire une consultation des représentants du personnel parce que mettre en place une activité partielle de longue durée, ça touche forcément à l'organisation de l'entreprise. Or, faire une réorganisation de l'entreprise, c'est du domaine général de la consultation des représentants du personnel. Alors, au niveau après du formalisme, une fois que vous avez rédigé, établi cet accord d'entreprise ou ce document unilatéral, il y a une plateforme dédiée sur activitéparcelle.gouv.fr. Vous transmettez vos documents à la directe, sans oublier, si c'est le cas, le PV de carence des représentants du personnel. Sans oublier, si vous avez par exemple négocié avec vos délégués syndicaux, d'envoyer le document de désignation de vos DS. Voilà. Vous transmettez, vous téléchargez vos documents et il y a un délai de réponse de l'administration. En cas d'accord d'entreprise, il y a un délai pour qu'il valide votre accord de 15 jours. Et en cas de transmission d'un document unilatéral, pour que la directe homologue votre document unilatéral, c'est 21 jours. Alors, les délais, c'est du calendaire. Donc, c'est 2 semaines pour un accord d'entreprise et 3 semaines, alors c'est vrai que ça paraît un peu long, mais c'est comme ça, et 3 semaines pour un document unilatéral. Alors, ce que fait l'administration du travail, quand c'est un accord d'entreprise, il valide les règles et la régularité de la négociation et il valide aussi les mentions obligatoires, parce que c'est le slide suivant. L'accord doit prévoir un certain nombre de mentions obligatoires. Quand c'est un document unilatéral, il y a un peu plus de vérification, c'est aussi pour ça qu'il y a une semaine de plus. La directe vérifie que la régularité la régularité de l'information, consultation des représentants du personnel, la conformité de ce document avec les dispositions de l'accord de branche et des engagements spécifiques en termes d'emploi. Si vous n'avez pas de réponse au-delà de ce délai, ça vaut autorisation. Alors, vous savez qu'ils ont changé, ils ont mis un peu un vocabulaire, c'est validation pour un accord d'entreprise et homologation pour un document unilatéral. Bon, c'est une autorisation de recourir à l'APLD. Alors, l'APLD se demande par période de 6 mois maximum. Donc, si vous faites un APLD sur 1 an et demi, vous avez le droit, on va y revenir, mais toujours est-il que les demandes au niveau de la directe se font par tranche de 6 mois. Donc, si au bout de 6 mois, vous avez toujours besoin de l'APLD, il faudra refaire une demande. Vous devez par ailleurs informer vos organisations syndicales, votre CSE et les salariés une fois que vous aurez l'autorisation et leur indiquer les voies de recours. Et une fois que votre APLD est mis en place, il y a un suivi et vous devez également informer vos organisations syndicales et le CSE sur la mise en œuvre du dispositif avec un suivi au minimum trimestriel sur l'ampleur de la baisse d'activité, le nombre de salariés qui auront été mis en place en APLD, les formations, etc., etc. Et parallèlement, par rapport à la directe, vous aurez un bilan semestriel à faire. Donc, au bout de 6 mois, faire un petit audit par rapport à la situation initiale, ce qui a été fait,
Donc, le diagnostic, mais je vais y revenir. Donc, il y a un diagnostic préalable à faire, un diagnostic de la situation économique à faire et des perspectives économiques. Donc, il faudra actualiser ce diagnostic et les perspectives et joindre le compte-rendu de la réunion du CSE et le tout donc à transmettre à l'administration du travail pour un suivi et éventuellement le renouvellement de la mesure de la demande pour les 6 mois suivants. Alors, le contenu, comment le mettre en place, comment établir concrètement cet accord ou ce document unilatéral. Alors, le contenu entre un accord et un document unilatéral, sauf à négocier des choses très particulières, ça ne change pas grand-chose sur le contenu. Alors, de toute manière, la loi impose un certain nombre de mentions obligatoires. Donc ça, c'est le minimum du minimum. Il faut établir un préambule. Alors, souvent, les préambules, ça indique une situation, c'est assez général. Là, pour autant, c'est un préambule très important et il ne faut vraiment pas négliger ce préambule parce que ce préambule va mettre un cadre et qui va être un peu, et qui va expliquer et justifier en fait la mise en place de l'activité partielle de longue durée. 2 points dans ce préambule à distinguer. Il y a le diagnostic de la situation économique, donc faire une image, un état des lieux à l'instant T. Et 2e point, les perspectives d'activité. Donc là, expliquer la sous-activité, comment vous voyez à l'instant T quelle va être la sous-activité. Alors, dans ce diagnostic de la situation économique, vous pouvez vous appuyer sur la BDES, la base de données économiques et sociales, pour établir ce diagnostic de la situation économique de l'entreprise. Alors, en fait, il faut expliquer pourquoi, le contexte, pourquoi vous subissez actuellement une baisse de votre activité. Voilà, après, vous pouvez utiliser des éléments financiers, hein, des éléments chiffrés. Expliquer votre carnet de commandes actuel, la dégradation de votre carnet de commandes, et aussi expliquer l'environnement économique de l'entreprise, la situation en France, par exemple, si vous êtes en export par rapport à la situation française, le secteur dans lequel vous êtes, les donneurs d'ordre, par exemple, expliquer que vous êtes un sous-traitant de l'industrie aéronautique, que voilà, expliquez-vous l'état des donneurs d'ordre, la situation de vos clients, etc., etc. La baisse des investissements chez vos clients qui se répercute chez vous. Voilà. Le contexte est économique. Et 2e pan, donc les perspectives d'activité, donc vos carnets de commandes prévisionnels qui sont mauvais, qui sont en baisse. Vos éléments, donc le prévisionnel à très court terme, moyen terme. Et là où c'est un peu difficile, parce qu'il faut équilibrer entre l'explication de votre sous-activité et pour autant expliquer qu'il n'y a pas de menace sur la pérennité globale de l'entreprise, ni qu'il n'y a pas de menace sur la destruction des emplois. Donc c'est vrai que c'est un peu un équilibre à trouver en disant ma situation est dégradée, j'ai une baisse de mes commandes, mais j'ai des perspectives à long terme qui sont pas mauvaises, j'ai des réserves, j'ai fait j'ai la trésorerie, j'ai un PGE qui me permet de maintenir ma trésorerie. Voilà, donc, mais en expliquant que si effectivement vous ne pouvez pas recourir à cet APLD, là pour le coup, vous risquez de devoir supprimer des postes.
Mais avec cette aide passagère, vous pourrez pas passer le mauvais cap et comme la situation, heureusement, pour la majorité des entreprises, est conçue comme du temporaire, vous avez bon espoir que courant de 2021, la situation revienne à un niveau acceptable. Ensuite, autre mention obligatoire, le date de début. Alors, date de début de la PLD, ce qu'il faut savoir, c'est que soit vous attendez la réponse de l'administration, donc les 15 jours, les 2 semaines pour un accord d'entreprise ou les 3 semaines pour un document unilatéral, et vous mettrez en place votre APLD une fois que vous aurez la certitude d'avoir l'autorisation de l'administration. Soit vous pouvez, juridiquement, vous avez le droit de mettre ça en place dès le premier jour du mois où vous allez transmettre votre document. Donc, si par exemple, vous transmettez le document le 2 novembre, vous pouvez d'ores et déjà appliquer la PLD en novembre. Voilà, c'est un choix. Alors, sur la durée d'application de la PLD, vous pouvez aller jusqu'à un maximum de 2 ans sur une période de 3 ans. C'est le maximum du maximum. Vous pouvez, en fonction du process de production, par exemple, que vous avez, vous pouvez estimer que vous aurez une baisse d'activité sur 2 ans. Alors, 2 ans, c'est vraiment le maximum. Sachant que plus vous mettez en place de la PLD sur une longue durée, plus vos engagements seront calés sur cette longue durée. Donc, personnellement, moi, je déconseille de prendre tout de suite le maximum. Moi, je conseille plutôt de faire ça sur une durée de 6 mois. Donc, comme ça, vous prenez des engagements sur 6 mois. Et à la fin de cette première période, il sera toujours temps de faire un renouvellement. C'est-à-dire, vous referez le formalisme, mais de faire une prolongation de cette APLD. Il faudra indiquer le périmètre d'application, c'est-à-dire les activités ou les établissements ou les parties de l'entreprise qui seront affectées par la PLD. Ce n'est pas forcément toute l'entreprise. Et les salariés visés. Vous n'êtes pas obligé forcément tout de suite de lister les salariés, surtout s'ils sont nombreux, mais les emplois visés. Ça peut être qu'un service. Il y a certains services qui fonctionnent normalement et d'autres services qui sont en mode dégradé. Donc, ce n'est pas forcément toute l'entreprise. Il faudra indiquer la réduction maximale du temps de travail. Donc, la réduction maximale, c'est de 40% de la durée du travail, voire 50%. Mais j'y reviendrai sur ce point-là. Et là, c'est un point important, il est vraiment obligatoire, les engagements en termes d'emploi et de formation professionnelle. Ça, c'est des contreparties qui sont imposées. Vous devez prendre l'engagement de maintenir les emplois affectés par la sous-activité et prendre des engagements en termes de formation. Autre point obligatoire, donc les modalités d'information des organisations signataires et des représentants du personnel. Et si c'est un document unilatéral, il faut obligatoirement retrouver les mentions de l'accord de branche. Là, du coup, vous êtes obligé de pas à pas de suivre l'accord de branche. D'autres mentions sont facultatives, sauf si l'accord de branche vous les impose. Vous pouvez indiquer donc les efforts proportionnés des dirigeants salariés, mandataires sociaux et actionnaires, donc efforts proportionnés par rapport aux efforts que font les salariés en termes de baisse de pouvoir d'achat. Donc là, dans ce thème, on peut trouver par exemple l'engagement
des actionnaires de ne pas avoir des dividendes ou une baisse des dividendes pour 2020 ou 2021. Effort proportionné des dirigeants salariés. Par exemple, j'ai vu pas d'engagement de ne pas augmenter la rémunération fixe, voilà, pour les dirigeants. Il peut y avoir, c'est assez courant, des clauses sur la prise des congés payés ou des repos, par exemple des congés payés pour ancienneté ou des repos compensateurs, donc prendre ou des jours de réduction de temps de travail, donc prendre ces jours pour diminuer le recours à l'activité partielle. Et autre clause possible, c'est l'utilisation du compte personnel de formation avant ou pendant l'activité partielle de longue durée. Et après, il y a tout le suivi de l'accord avec les organisations syndicales. Alors, je vais revenir, je vais faire des petits focus sur les points, sur certains points. Alors, la réduction du temps de travail et le périmètre. Alors, la réduction est au maximum, pour entrer dans le cadre de la PLD, de 40% de la durée légale. Alors, 40% de la durée légale, c'est donc 40% de 35 heures, c'est 14 heures. Donc, 14 heures par semaine de réduction. Ces 14 heures, en fait, ils s'appliquent à tous les salariés, qu'ils soient à temps plein, qu'ils soient en forfait horaire, c'est-à-dire qu'ils fassent plus que 35 heures, qu'ils soient à temps partiel. Et ce n'est pas forcément une réduction dans le cadre de la semaine. On peut faire une modulation sur toute la période de réduction du temps de travail. Donc, vous pouvez très bien faire 40% de réduction par rapport, si vous le mettez en place sur 6 mois, c'est 40% par rapport à 6 mois. Mais voilà, si vous faites un raisonnement par semaine, c'est maximum moins 14 heures par semaine. Donc, pour un salarié à 35 heures, il aura son temps de travail, il travaillera 21 heures au minimum. Donc, c'est apprécié salarié par salarié, donc sur la durée d'application de la PLD, ce qui veut dire qu'il pourrait très bien y avoir, si vous faites une modulation sur plusieurs semaines, on pourrait concevoir qu'il y ait des semaines à 0 heure. Donc là, si vous savez que vraiment, là pour novembre, vous avez très peu de commandes, mais vous en avez, vous espérez légitimement en avoir pour décembre et janvier, vous pouvez très bien descendre en dessous de 40% pour la première période, il faudra remonter après. Alors vous allez me dire, et si on prévoit moins 40% et que malheureusement, la situation se dégrade encore plus et que la baisse du temps de travail va en dessous de 40%, qu'est-ce qui se passe? Alors, pour l'instant, les textes ne sont pas clairs sur ce point-là. A priori, on peut légitimement penser que vous aurez les aides par rapport aux 40% de réduction, mais qu'en dessous, les heures chômées en dessous de 40%, il n'y aura aucune aide. Mais pour l'instant, on attend des précisions réglementaires si l'entreprise, malheureusement, n'arrive pas à respecter ces 40% maximum de réduction. Voilà. Alors, exceptionnellement, l'entreprise pourrait prévoir à l'avance, mais à condition que ce soit prévu. Donc, autant l'écrire dans votre accord et dans votre document unilatéral, vous pouvez d'ores et déjà envisager une réduction de la moitié du temps de travail. Mais à ce moment-là, il faudra bien expliquer la situation particulière de l'entreprise ou de l'établissement qui fait que vous allez descendre à 50% de baisse, de réduction d'activité. Donc, il faut vraiment expliquer que vous avez des perspectives limitées de reprise à court terme.
il va vous falloir définir le périmètre de votre APLD. Alors, ça peut être un établissement, un service, voire une unité de travail. Voilà. Alors, quand vous allez faire votre document unilatéral ou votre accord d'entreprise, autant prévoir un petit peu large, quitte à utiliser moins. Mais bon, mieux vaut prévoir large, vous n'allez pas après refaire un avenant tous les 4 matins de votre accord. Vous n'êtes pas forcément obligé dans l'accord de lister les salariés, surtout c'est une entreprise assez importante. Vous pouvez éventuellement prévoir cette liste en annexe. Les forfaits horaires et annuels sont éligibles à ce dispositif. On a eu la confirmation. Quand vous prévoyez, donc vous allez prévoir grosso modo comme l'ampleur de la baisse, donc les 40% au maximum. Alors, ce n'est pas forcément 40% uniforme dans tous les services. Hein. Vous pouvez très bien prévoir moins 40% dans le service A, mais moins 20% dans le service B et pas d'activité partielle dans le service C. Hein. Et vous n'êtes pas forcément obligé directement dans cet accord de prévoir le planning précis. Vous l'ajusterez après. Alors, ensuite, focus sur les clauses, la clause, vraiment l'engagement important, en termes de maintien d'emploi et de formation. Donc, vous avez les deux engagements à prendre, hein, à la fois sur le maintien des emplois et à la fois sur les efforts de formation. Alors, l'engagement en termes d'emploi. À minima, enfin, sauf si votre accord de branche vous impose plus et que vous faites un document unilatéral, le minimum du minimum, c'est la promesse, l'engagement que prend l'employeur de ne procéder à aucun licenciement économique des salariés touchés par l'activité partielle de longue durée, et ce, durant toute la période d'activité partielle autorisée. Ce qui veut dire qu'un salarié qui aurait fait de l'activité partielle de longue durée, mais qui, parce que tant mieux, les commandes reviennent et que sur la fin de la période autorisée, il serait revenu à temps plein normalement. Pour autant, il va être dans cette période globale d'APLD. Mais dès l'instant qu'il a fait sur une partie de la période de l'APLD, vous devez respecter l'engagement de ne pas procéder au licenciement économique. Alors après, ça, c'est le minimum. Les entreprises peuvent négocier de prendre l'engagement de maintenir tous les postes, même pour les salariés qui n'auraient pas été touchés par l'APLD. Voilà, après ça, c'est le minimum du minimum. Ou de procéder à aucune rupture de contrat, ou par exemple pour des salariés qui seraient partis spontanément en rupture conventionnelle, départ en retraite, je l'ai vu dans des accords, l'obligation de remplacer des personnes qui partent spontanément. Les fins de CDD, c'est plus compliqué parce que c'est des contrats précaires. Mais voilà, des ruptures conventionnelles, une démission, etc. Il y a la possibilité, notamment pour des entreprises qui ont des services vraiment identifiés très différents, de prévoir que certains postes, de toute manière, devront être supprimés. Ça peut être prévu au départ. C'est-à-dire que si sur un service, vous savez que de toute manière, le service ne tiendra pas à long terme, vous pouvez exclure le service du périmètre de l'APLD et dire que malheureusement, sur un service, des postes devront de toute manière être supprimés. Mais vous excluez à ce moment-là le service du périmètre de l'APLD.
Alors, l'engagement en termes de formation professionnelle. On a très peu d'informations dans les textes. Alors, a priori, ça concerne toute action de formation. Donc, action de formation, a priori, donc formation en présentiel, formation en distanciel, formation externe, voire formation interne. On attend des précisions là-dessus, mais je ne vois pas a priori pourquoi ça pourrait être exclu, formation interne, y compris les formations AFEST, actions de formation en situation de travail, mais on attend une validation sur ce point-là. Toutes les actions concernant les validations des acquis de l'expérience, les bilans de compétences, toutes les actions faites de développement des compétences et de renforcement de l'employabilité. Alors, l'employabilité au sein de l'entreprise ou au sein du secteur d'activité où se trouve l'entreprise. Ces formations, alors il y a deux types de formations qui ne rentrent pas dans ce dispositif. C'est les formations en matière de sécurité, parce que ça rentre dans les formations obligatoires en termes de sécurité, ne rentrent pas dans ces engagements, contrepartie de la PLD, et les formations pour les contrats de professionnalisation et les contrats en alternance. Les formations doivent se dérouler durant l'activité partielle autorisée. En fait, la philosophie, c'est de dire que comme les salariés sont sous activité qui travaillent moins que ce qu'ils travaillent habituellement, c'est le moment opportun pour les envoyer en formation. Comme ils ont plus de temps, c'est le moment de former les personnes. Par contre, oui, vraiment, les formations doivent se dérouler pendant le dispositif, pendant qu'ils sont en activité partielle. Ah oui, autre point, par exemple, les renouvellements d'habilitation peuvent rentrer dans ce dispositif, même si ce sont des formations obligatoires. Alors, au niveau du financement de ces formations, c'est la négociation qui va pouvoir définir le type de financement. Soit c'est l'entreprise qui met un financement direct supplémentaire par rapport éventuellement ce qui était prévu au niveau du plan de développement des compétences. Ça peut être des formations qui étaient de toute manière prévues dans le plan de développement des compétences. Vous pouvez, ça peut aussi passer par le CPF, le compte personnel de formation. Il peut y avoir un cofinancement par rapport au CPF, c'est-à-dire une partie financée par les heures que le salarié a acquis, d'ores et déjà dans son CPF, et une partie cofinancée par l'employeur. Il peut y avoir des abondements sur le CPF. Vous pouvez également recourir au FNE formation renforcée. Bon, j'y reviendrai un petit peu sur ce plan-là. Ça peut être aussi, par exemple, prévoir que pour les formations faites au-delà du minimum légal, vous n'appliquerez pas de clause de dédit formation. Ça peut être, vous pouvez prendre l'engagement, par exemple, de former X salariés par rapport au plan de développement des compétences. Vous pouvez cibler telle et telle formation. Voilà, c'est vraiment assez libre. Toujours est-il qu'il doit y avoir un engagement en termes de formation. Alors, l'engagement, ça ne concerne pas forcément tous les salariés. D'ailleurs, en pratique, ça ne concerne pas tous les salariés qui sont en activité partielle. Hein. C'est une partie des salariés qui sont en activité partielle. Alors, jusqu'alors, on pouvait
C'est-à-dire qu'on va former des salariés qui sont en activité partielle, mais aussi des salariés qui ne sont pas en activité partielle. Alors, j'attire votre attention que notamment pour les aides au financement sur le FNE Formation, à partir de novembre, les aides au titre du FNE Formation seront uniquement pour les salariés en activité partielle de longue durée. On ne pourra pas mixer ceux qui ne sont pas en activité partielle et ceux qui sont en activité partielle. Alors, par rapport à ces engagements, qui dit engagement dit éventuellement si l'entreprise ne peut pas respecter ces engagements, si malheureusement l'entreprise est quand même obligée de faire des ruptures économiques, l'administration pourra demander le remboursement des aides pour chaque salarié licencié, c'est-à-dire remboursement des aides, c'est-à-dire rembourser les allocations, les remboursements de l'entreprise qu'a eu l'entreprise par rapport aux salariés licenciés. Mais la situation économique et financière pourra être prise en compte, donc le remboursement ne sera pas forcément intégral. Et en cas de... voilà. Et si l'entreprise a pris un engagement global de maintenir tous les emplois, même pour les salariés qui n'auraient pas été impactés par la PLD, le remboursement se fera par rapport au montant moyen que l'entreprise a eu. Et si, après, il peut y avoir des sanctions plus importantes en cas de manquement global des engagements en termes d'emploi et de formation. Alors, quels salariés peuvent être donc impactés par le dispositif de la PLD? Donc, alors, c'est suivant le périmètre qui a été négocié par l'accord ou le document unilatéral. Alors, par contre, une spécificité de la PLD par rapport à l'activité partielle de droit commun réformée, c'est qu'on ne pourra pas, on ne peut pas individualiser la mise en place de la PLD. C'est forcément un minimum, un service, une unité de travail, une équipe. Et par contre, tout salarié lié par un contrat de travail de droit commun peut être touché par la PLD. Ça peut être en CDI, en CDD, si le salarié en remplacement, par exemple, de longue durée est dans un service où il y a une réduction d'activité, ben même un CDD de remplacement peut être touché par la PLD. Les contrats de professionnalisation, un apprenti peut tout à fait être impacté par de l'activité partielle, un salarié en période d'essai, un salarié à temps plein, à temps partiel. Les forfaits jours ou forfaits annuels pourront continuer à bénéficier de l'activité partielle. En modulation du temps de travail, c'est tout à fait possible au régime d'équivalence. Les VRP, les 4 dirigeants, les salariés sous forme de portage salarial. Voilà. Donc, c'est un champ d'application large. Ça, on retrouve les dispositifs spécifiques qui avaient été mis en place au moment du début, enfin, courant Covid, la crise sanitaire. Vous avez élargi le champ des bénéficiaires de l'activité partielle, notamment pour les forfaits annuels ou ceux qui ont des conventions qui incluent, enfin, des conventions contractualisées qui incluent des heures supplémentaires. Voilà, je poursuis. Pas de questions? Ça vous paraît clair? Alors, je poursuis sur les indemnisations. Alors, bon, ce n'est pas une clause obligatoire, mais bon, dans la plupart des accords d'entreprise, l'indemnisation est prévue, en sachant que la PLD donc, est faite sur plusieurs mois.
et que la réglementation change très, très souvent. D'ailleurs, voilà, je vous disais que pour le mois prochain, au niveau de l'activité partielle de droit commun, bon, il y a des annonces de baisse de l'indemnisation qui ont été faites, mais à ce jour-là, on est le 20 octobre pour le 1er novembre, on n'a toujours pas le texte. Donc, les textes changent très, très souvent. D'ailleurs, au niveau de l'indemnisation, initialement, il était prévu une indemnisation pour les entreprises qui déposaient leur accord avant que je ne dis pas de bêtises, avant le 31 octobre, et une autre indemnisation pour ceux qui déposaient après. Finalement, le gouvernement, enfin le législateur est revenu là-dessus, il a gardé la même indemnisation. Donc, c'est pour vous dire que les textes changent très, 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 très vite. Donc, faites attention, si vous renvoyez à un niveau d'indemnisation, le niveau réglementaire, prenez les précautions dans la rédaction de votre accord, de dire en l'état actuel, l'indemnisation est de temps, mais si la réglementation devait être modifiée, on se calera sur l'indemnisation réglementaire, parce que ça change très, très souvent. Alors, l'indemnisation actuelle qui est prévue, donc il faut bien faire le distinguo entre ce que le salarié touche et ce qui est remboursé à l'entreprise. Ce que le salarié touche, donc l'entreprise lui verse une indemnité, en fait, voilà, et est partiellement remboursé de l'indemnité qu'il avait à au salarié. Donc, l'entreprise verse une indemnité d'activité partielle de 70% de la rémunération brute. C'est ce qu'on connaît aujourd'hui au niveau de l'activité partielle de droit commun. Donc, il y a un plafond et un plancher. Donc, le plafond, il est par rapport à une rémunération de 4,5. Ça fait à peu près un petit peu moins de 7 000 € par mois. Et donc, on a donc 70% au maximum de ces 7 000 € à peu près. Ça fait un taux horaire à peu près exactement de 31,97 €. Et un plancher de 8,03 € de l'heure. Donc 70% de la rémunération brute, ça fait à peu près pour le salarié 84% de son net, à peu près. Donc il y a une perte de pouvoir d'achat de 16%. Voilà, alors comme il y a un plancher à 8,03 qui correspond en fait au SMIC, les personnes qui ont un taux horaire inférieur au SMIC, notamment les apprentis et les personnes en contrat de professionnalisation, ces personnes-là ont le maintien de leur rémunération. Donc, vous prenez le salaire habituel, en fait, le niveau habituel, et ils ont en fait le maintien intégral de leur rémunération jusqu'à hauteur du SMIC. Donc, pour celles qui ont, pour les contrats de professionnalisation et d'apprentis qui ont au-dessus du SMIC, là, on retrouve les 70% de la rémunération brute. Pour l'entreprise, il y a un remboursement. Alors, au niveau de la terminologie, on parle d'indemnité d'activité partielle pour les salariés et pour les entreprises, on parle d'allocation d'activité partielle. Alors, des fois, il y a des amalgames qui sont faits, mais indemnité, c'est pour le salarié, allocation, c'est pour l'entreprise. Donc, le remboursement aux entreprises est à hauteur de 60% de la rémunération brute. Donc, l'entreprise verse 70% et est remboursée 60%. Ce qui fait à peu près un remboursement de 85% d'indemnité, ce qui fait qu'il y a un reste à charge, mais c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Il y a un reste, mais qui ne restera pas dans le droit commun. Ça fait un reste à charge de 15% au niveau de l'entreprise. Donc, il y a toujours le même plafond. Le plafond, la rémunération de 4,5 SMIC. Et le plancher de remboursement à l'entreprise est de 7,23 de l'heure.
Voilà. Alors, je sais qu'il y a un projet de décret qui va apporter des précisions sur ce plan-là, notamment pour les entreprises, mais à vérifier dans le décret, hein. On a un projet de décret qui devrait tomber normalement la semaine prochaine, mais qui devrait réserver un meilleur remboursement aux entreprises dans les secteurs prioritaires. Notamment, c'est les secteurs qui sont particulièrement impactés par la crise, l'événementiel, le tourisme, la restauration, le transport aérien, etc., etc. Donc, a priori, ces entreprises-là auront un meilleur remboursement, mais à valider par rapport au décret à venir. Christine, je me permets de t'interrompre, pardon, c'est Séverine. On a Didier de Soubry qui pose une question et qui demande si le maintien des 16% en net est toujours exonéré de charges. Oui, alors, pareil, on attend… Alors, sur les indemnités versées aux salariés, le régime social est le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas il y a de la CEG et de la CRDS. En fait, c'est le dispositif que l'on connaît aujourd'hui, hein. Donc, il n'y a pas schématiquement, il n'y a pas de cotisation ni salariale ni patronale. Il y a de la CSG, de la CRDS, et les exonérations de charges sont plafonnées à 70% de 4,5 SMIC. Voilà, très schématiquement, donc ça, il n'y a pas de modification. Et pour les entreprises, pour l'instant, alors on attend un décret qui va donner des précisions, mais a priori, ce sera le même régime que ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Il y aura surtout une précision pour les entreprises qui font le choix de verser au-dessus, parce qu'en fait, ça c'est le minimum légal, les 70%. Après, il y a des entreprises qui, soit par la négociation, soit, vous allez le voir, il y a certaines branches qui obligent à verser plus que 70%. Aujourd'hui, le plafond d'exonération est de 70% de 4,5 SMIG. Ce qui veut dire qu'une entreprise qui est en dessous de ce plafond-là et qui verse plus de 70% continue à bénéficier du régime favorable. Bon, à vérifier le décret, il se peut que les choses bougent un peu, hein, et que ce soit limité justement à 70% de la rémunération brute. Mais ça concernera essentiellement, enfin, l'enjeu sera surtout sur les entreprises qui versent des indemnités complémentaires. Voilà, est-ce que ça répond à la question? Didier, tu peux lever la main si tu veux. Si tu as… Oui. J'entends pas là. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur Caroff. Didier Caroff et Frédéric Agathe en ligne. Bonjour, Monsieur Caroff. Bonjour, Monsieur Agathe. Bon. Vous allez-vous? Oui, bonjour. Ben, ça va bien et vous? On fait aller. On partage un micro à deux. On a des problèmes techniques là direct, mais ça c'est assez récurrent. Vous avez commencé la présentation, je présume? Oui, on a commencé la présentation. Peut-être pour nos adhérents qui sont en ligne, je peux préciser donc, que viennent nous rejoindre Monsieur Caroff, donc directeur de l'unité territoriale 77 de la Direct Île-de-France, et Monsieur Agathe, Frédéric de son prénom, qui est déjà intervenu sur nos précédents webinaires pendant le confinement. Donc là, vous avez un panel de chefs d'entreprise de notre réseau qui se posaient encore des questions sur l'activité partielle longue durée. Et puis peut-être aussi des questions sur le nouveau protocole qui est tout juste sorti ce week-end, hein, protocole sanitaire. Donc peut-être Monsieur Agathe, Monsieur Caroff, si vous aviez la gentillesse à ce stade, et puis on reprendra les questions peut-être juste après pour nos adhérents, si ça convient à tout le monde comme ça, mais si vous aviez peut-être la gentillesse de nous faire un premier petit mot
un petit peu général Voilà. sur le contexte et vos recommandations de la directe. D'accord. Ce que je vous propose, c'est que M. Agathe va expliciter un peu le dispositif activité partielle de longue durée. Et je resterai un peu avec vous pour répondre à des questions et peut-être focaliser sur 2 ou 3 points de l'orientation de l'État en ce moment, en particulier sur la campagne Un jeune, une solution, et puis répondre à vos éventuelles questions, si vous en êtes d'accord. Donc, commençons peut-être par l'intervention de M. Agathe. Avec plaisir, on vous écoute. Alors, donc, effectivement, comme vous le savez, le gouvernement avait ouvert le dispositif activité partielle en mars et avec les conséquences de la crise, avec la possibilité que cette crise dure vraiment beaucoup plus de temps, l'État a mis en place l'activité partielle longue durée. Alors, l'activité partielle longue durée ne se substitue pas à l'activité partielle classique, qui perdure. Sauf que l'activité partielle classique, les taux vont baisser pour tous les secteurs, à long terme pour tous les secteurs. L'activité partielle longue durée aura 2 avantages, à 2 objectifs. Le maintien de l'emploi, ça je vous l'expliquerai, et aussi une meilleure indemnisation à long terme pour les entreprises, puisque le taux reste le même, et pour toutes les entreprises. Donc, pour bénéficier de l'activité partielle longue durée, il faut, alors n'importe quelle entreprise peut en bénéficier, pour n'importe quel salarié, qu'il soit apprenti, qu'il ait un CDI, qu'il ait un CDD. Donc, pour tous les salariés et toutes les entreprises. D'accord ? Donc, pour bénéficier, il faut qu'il y ait un accord, d'accord ? Un accord d'entreprise ou un document unilatéral, parce qu'il n'y a pas d'accord d'entreprise. Alors, l'accord d'entreprise, effectivement, peut se faire lorsqu'il y a un accord de branche. S'il y a un accord de branche, alors toutes les entreprises n'ont pas encore, toutes les branches n'ont pas encore fait d'accord, mais ça commence à venir. Voilà. Il y a un accord de branche au-dessus de l'accord d'entreprise. Généralement, l'entreprise va prendre tous les éléments de l'accord de branche. Est-ce que là, ça va? Donc c'est à partir de ces accords que l'entreprise peut faire une demande d'activité partielle longue durée. Cette demande d'activité partielle longue durée doit contenir certaines obligations. Alors, l'objectif, on l'avait dit, c'est le maintien de l'emploi. Ce qui fait que les salariés qui seront mis en activité partielle longue durée ne doivent pas être licenciés pour motif économique. Alors, la demande n'est pas nominative, c'est-à-dire sur votre demande, vous ne mettez pas tel salarié sera en activité partielle longue durée. En revanche, vous mettez le secteur qui sera en activité partielle longue durée. Donc, vous décrivez le secteur qui sera en activité partielle longue durée en APLD, et ensuite, vous faites votre demande. Ouais, Christine, donc, ça va? Oui. On est en train de prévenir chef qu'il ne faut pas qu'il recommence. Pardon. Alors, Interférence. ok, interférence. Donc, le contenu de l'APLD, de l'accord. L'APLD, donc l'accord que vous allez nous transmettre, doit contenir un préambule qui va reprendre le diagnostic, la situation économique de l'entreprise et les perspectives d'activité. La date et le début de l'application du dispositif. Le dispositif est valable pour 24 mois, renouvelable tous les 6 mois. Donc, tous les 6 mois, vous revenez vers la directe, etc. et on renouvelle la demande. On fait le point, en fait, si vous voulez, tous les 6 mois. Les activités les activités auxquelles s'applique donc la PLD, comme je vous l'ai dit. La réduction des horaires, la réduction est de 30% sur l'horaire de travail. Mais il peut y avoir effectivement une dérogation. Et donc, pour cette dérogation, il faut la justifier. C'est une réduction de 50%, par exemple. Il faut justifier cette réduction exceptionnelle.
et aussi les engagements en matière d'emploi. Alors, lorsqu'on dit engagement en matière d'emploi, c'est ce qui est fait pour la formation. D'ailleurs, c'est comme pour l'activité partielle classique. Les entreprises qui sont en APLD peuvent faire bénéficier leurs salariés du FNE formation. Donc là, il faut voir encore avec les OPCO. Ce sont quasiment les mêmes critères et les mêmes. C'est comme pour l'activité partielle classique. D'accord? Engagement en matière d'emploi veut dire aussi ce que l'entreprise prévoit donc de faire pour garder les emplois, à savoir les personnes qui sont en activité partielle longue durée dans 6 ou 7 mois. C'est un exemple que je vous donne. Dans 6 ou 7 mois, que vont faire ces personnes? Est-ce que l'entreprise compte pour une partie, pour l'ensemble de ses personnels, de ses salariés, les mettre sur une autre activité? Voilà. La programmation, ce que l'entreprise prévoit de faire pour maintenir ses emplois. Donc, voici les éléments essentiels de l'accord. Alors, il y a des détails aussi administratifs. Quand vous consultez, quand l'entreprise consulte le CSE, parce que le CSE peut être consulté. Alors, il y a parfois des petites choses, des éléments que nous avons reçus hier, dont je vous parlerai. Il faut qu'il y ait une attestation de désignation des délégués syndicaux. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait cette attestation et aussi les PV des élections. Ce sont des pièces jointes qu'il faut fournir dans le document. Mais tout ceci est expliqué sur la plateforme. C'est la même plateforme que l'activité partielle, sauf que vous avez un petit onglet qui vous précise si vous voulez de l'activité partielle spécifique, donc l'activité partielle longue durée. Donc, nous avons déjà reçu des demandes d'activité partielle longue durée, 54 plus précisément, depuis octobre. Alors, 4 sur l'échelle de la Seine-et-Marne et combien sur l'échelle de l'Île-de-France? La Seine-et-Marne se situe comment par rapport à l'Île-de-France? Alors, l'Île-de-France, je ne pourrais pas vous dire. Là, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas des autres idées. Je n'ai pas des autres idées. Non, du tout. Merci, monsieur Agathe. Pardon. Ouais. Pas de souci. Et alors, une fois que vous avez fait votre demande, c'est là que nous intervenons. Donc, nous vérifions donc tous les éléments que je vous ai décrits précédemment. Ce que nous faisons, alors comme c'est un dispositif aussi qui est nouveau pour nous, nous contactons les entreprises aussi directement. On invalide lorsqu'il manque certains documents, mais jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas rejeté le dossier. Parce que même pour les entreprises, par exemple, nous avons eu des demandes d'entreprises pour 1 ou 2 salariés, et rien n'empêche à une entreprise de faire une demande d'APLD pour 1 ou 2 salariés. Donc, on gère au cas par cas. Voilà, puisque l'objectif, effectivement, c'est le maintien de l'emploi, mais c'est de permettre à l'entreprise d'avoir une vision plus lointaine, de se dire, bon, ben, quel que soit s'il y a un couvre-feu, par exemple, dans quelques mois encore, si l'entreprise bénéficie de l'activité partielle longue durée, elle n'aura pas besoin de refaire des demandes, de refaire une démarche comme l'activité partielle classique. Et elle saura que l'indemnité reste la même. En principe, si le gouvernement ne change pas, bien sûr. Voilà. Monsieur Agathe, excusez-moi, Monsieur Agathe, je vous coupe, excusez-moi. Comment vous appréciez, est-ce que vous avez eu des cas aussi d'entreprises qui ont demandé une baisse de 50%, donc le maximum, en justifiant d'une situation spécifique? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas de figure? Alors, on a ce cas de figure, on a un dossier. Donc, pour la baisse d'activité d'une entreprise, c'est un cabinet d'avocats. Ouais. Et donc, on a demandé beaucoup plus d'informations parce qu'on n'avait pas, c'est pour un salarié en plus, on n'avait pas assez d'éléments. C'est-à-dire que l'entreprise disait que le salarié nous donnait les horaires de ce salarié, donc avait une réduction conséquente de temps de travail, mais pas forcément les autres salariés. D'accord? Donc, nous, on demande des détails sur l'activité de ce salarié, savoir ce qu'il fait exactement, pour justifier effectivement d'un accord, d'une validation du dossier ou non. Alors, on regarde par rapport à l'organisation du travail, si vous voulez. D'accord. Quels sont les critères d'appréciation pour dire telle entreprise, elle doit avoir 40% maximum de baisse et d'autres entreprises peut-être aller jusqu'à 50%?
Non, c'est pas propre, c'est propre à l'entreprise, c'est pas une catégorie d'entreprise, hein. C'est propre à l'organisation du travail de l'entreprise. Si l'entreprise nous dit, bon ben voilà, j'ai un salarié, ça peut être un salarié, voilà, un salarié qui fait du nettoyage, Oui, qui a une réduction, voilà, qui a une réduction de son travail parce que le client, entre guillemets, ferme, le client ne permet pas l'accès aux locaux. Là, pour nous, là, oui, c'est justifié. Vous voyez? Mais si c'est dans une même entreprise, on a un salarié qui a 50%, qui fait la même activité qu'un autre salarié, qui lui oui, bien sûr. n'a Oui. pas une réduction de 50%, là, voilà. Là, on ne comprend pas Mais forcément la c'est logique. C'est l'entreprise. vraiment, oui. D'accord, mais si c'est l'entreprise complète, parce que vraiment, ils sont dans un secteur difficile, voilà. Si c'est l'entreprise complète qui demande pour tous ces services une baisse à Ah oui. 50%, est-ce qu'il y a des justifications particulières à Il y a, apporter il y a, au il niveau y de a, l'entreprise? il y a- Parce non, mais qu'entre 40 et 50%, finalement, ça ne fait pas oh, tant que ça un écart très important. alors, si l'entreprise, effectivement, si c'est toute l'entreprise qui a ce problème, là, pour nous, effectivement, c'est justifié. Il n'y a pas de question, il n'y a pas trop de questions à se poser à partir de ce moment. D'accord. Voilà. Pensez à cela. C'est-à-dire que effectivement, dans ce dispositif, votre demande sera soumise à validation de la directe. Il est évident que des secteurs d'activité vont déjà être impactés, voire Je vous sinistrés entends dans les très mal, prochaines Monsieur semaines. Caroff. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Un petit peu mieux. Oui. Il est probable que déjà des secteurs d'activité sont en grande difficulté, voire sinistrés dans les prochaines semaines. Et la règle des 40% de réduction de la durée du travail sera forcément aménageable et dérogeable. C'est-à-dire qu'on regardera vraiment la situation réelle de l'entreprise pour accorder l'activité partielle de longue durée, même si on dépasse le seuil de 40%, bien évidemment. Quelle que soit la taille de l'entreprise, c'est-à-dire que l'État on aura des consignes de l'État pour permettre au maximum de maintenir l'emploi qui déroger à la règle. Hein. Vous comprenez? En tout cas, il y aura un regard bienveillant dans l'instruction de ces demandes-là. D'accord. Parce que je sais qu'il y a voilà, des entreprises qui hésitaient, elles disent on demande 40%. Est-ce qu'on demande 50% en prenant le risque qu'on rejette notre demande? Voilà, c'était des questions, voilà, des interrogations des entreprises qui sont en train de mettre en place le dispositif. Oui, L'objectif pour l'administration, ce n'est pas de refuser les demandes, bien au contraire. C'est même, je peux vous dire que sur certains dossiers, dossiers qui peuvent être rejetés, on a conseillé à l'entreprise de faire d'une autre façon, de conseiller à son membre de PSE de faire d'une autre façon. L'objectif pour l'État, c'est le maintien de l'emploi. C'est ça, c'est ça. Et donc, par rapport à ça, les contrôles qui seront faits, une fois que l'entreprise fera ses demandes d'indemnisation, là, ce sera plus strict. C'est-à-dire, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'une entreprise qui ait des licenciements économiques et que lorsqu'on constate que les personnes qui sont licenciées sont des personnes qui bénéficient de la PLD, qui ont bénéficié de la PLD. Ça, effectivement, ça ne passera pas. À partir du moment où il y aura les demandes d'indemnité, on verra le nom des salariés qui sont en APLD. Donc pour prévenir justement ce genre de licenciement, voilà, nous mettons en œuvre pour que les entreprises puissent avoir accès à la PLD. Et qui, je vous le dis, c'est peut-être mieux, beaucoup mieux à long terme que l'activité partielle. Même si c'est vrai, il y a un engagement en matière d'emploi. Après, il faut profiter du FNE formation. Donc ça, faut pas hésiter. Alors justement, oui, donc bon, je faisais là une présentation du dispositif et j'en étais justement à l'indemnisation et aux formations. Donc, je disais qu'effectivement, au niveau des formations prises en charge au titre du FNE, je vais y arriver, Fonds national de l'emploi, formation, les coûts pédagogiques vont être pris en charge là, en novembre. Enfin non, la PLD c'est déjà le cas. Les coûts pédagogiques sont pris en charge à 80%. Donc il y a un reste à charge au niveau de l'entreprise de 20% des coûts pédagogiques, en sachant que dans le dispositif,
ce sont des salariés donc, qui sont par définition en activité partielle. Donc, ils sont payés au titre de l'indemnisation de l'activité partielle et parallèlement, ils vont en formation. Donc, comme ils sont hors temps de travail, puisqu'il y a en cas d'activité partielle, suspension du contrat de travail, il faut l'acceptation du salarié parce qu'il va en formation hors temps de travail, puisqu'il y a suspension du temps de travail. Voilà, donc surtout, il faut que les entreprises prennent contact avec leurs OPCO pour monter les dossiers et demandent des subventions au titre du FNE, je vais y arriver, formation. Voilà, au titre pour la prise en charge des coûts pédagogiques et aussi des aides au niveau des coûts annexes, s'il y a de l'hébergement, s'il y a du déplacement ou des frais de restauration. Voilà. Il y a des aides et il y a moins de plafond en ce moment. Bon, voilà. Il y a des fonds pour aider les entreprises et aider les salariés à se former. Ce sujet, madame, vous indiquez apparemment que les coûts de formation, le coût pédagogique de la formation serait pris en charge à 80%. On a un doute, je crois que nous avons des informations comme quoi ça serait pris à 100%. À la fin de votre webinaire, nous allons interroger le ministère pour vérifier si c'est 80% ou 100%. Nous, on avait une information comme quoi qu'il faut être à 100%, qu'il y avait une charge nulle pour les entreprises. Ça, c'est la première chose. Comme information, c'est qu'au niveau de l'activité partielle classique de droit commun, c'est 100% jusqu'à la fin du mois, effectivement. Oui. Et que ça devrait descendre de mémoire à 70% le mois prochain, mais en activité partielle de droit commun. Mais dans le cadre de l'APLD, moi, j'ai comme information que c'est 80%. Mais le mois prochain, ça devrait descendre à 70% dans l'activité partielle classique. Alors après, il y a peut-être dans certains secteurs d'activité, ça sera maintenu à 100%, les activités, les secteurs protégés, oui. La restauration, l'événementiel, etc., le sport, etc. Vous avez les mêmes informations, Monsieur Caroff? On va vérifier cette information. Je la communiquerai à Mme Roussel dans la journée. Pour revenir un petit peu en arrière, bien évidemment, les entreprises qui se retrouvent en situation plus que difficile par rapport à leur activité, où il faudrait déroger à la règle des 40% de la durée, moi, je vous invite vraiment à prendre contact avec mes services pour qu'on puisse vraiment échanger et border la demande d'activité partielle de longue durée, qu'il n'y ait pas de soucis en amont, hein, et qu'il y ait vraiment un échange le plus fin possible entre l'entreprise et nous pour qu'on puisse en toute connaissance de cause valider la demande, quoi, hein. Qu'il n'y ait pas de soucis dans la manière dont on peut échanger l'information et trouver des solutions, hein. On aura de fait un large pouvoir en opportunité, hein, forcément. Merci beaucoup pour ces précisions, c'est très clair. Est-ce qu'éventuellement vous souhaitez prendre quelques questions parmi nos entreprises qui auraient des questions à qui on va pouvoir ouvrir le micro, ou Monsieur Agathe, vous souhaitiez finir peut-être votre propos avant? Non, les questions me permettront de préciser certaines choses, donc il n'y a pas de souci. D'accord, ok. Eh ben, Séverine Nicolas, je ne sais pas à qui vous avez ouvert le micro en premier. Bonjour à tous, je vais ouvrir le micro à Madame Coiffe, si vous voulez bien prendre la parole. Vous avez une question, je crois, oui. Qui n'est plus... Ah. Excusez-moi, j'essaie d'activer le micro. Ah, bon, le micro ne s'active pas, donc on va essayer de passer à Monsieur Schébert, si vous en êtes d'accord.
Oui, bonjour. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Oui. Oui, on vous entend. Oui, donc j'avais une question en ce qui concerne sur les engagements en matière d'emploi. Bon, nous prévoyons une partie de notre activité dans l'aéroport et à destination de l'aéroportuaire, donc nous prévoyons une sous-charge durable. Lorsque dans des services, il y a des personnes qui donnent leur démission ou qui partent en retraite, est-ce que dans le cadre des engagements en matière d'emploi, on est amené à les remplacer, ce qui aujourd'hui a, de manière immédiate, un peu de pertinence. À terme, on sera amené à le faire, mais pas dans les. Enfin, on vient d'avoir un départ en retraite récent. On a décidé de ne pas le remplacer, même si dans nos plans d'action long terme, on a l'intention de le faire. Quel est l'engagement qu'on prend dans le cadre de l'APLD? Alors là, cette personne, est-ce que cette personne était en APLD? Jusqu'à présent, non, mais elle serait dans un certain. Puisqu'on n'a pas encore déclenché l'APLD, mais son service est appelé à l'être demain. D'accord. Alors, à partir du moment où son service est en APLD, c'est à partir de ce moment que là, comme vous avez un accord, que vous vous engagez donc dans le maintien de l'emploi. Donc, à partir de ce moment, si vous avez des salariés qui sont censés prendre leur retraite ou prévoient donc, alors je sais que c'est pas, on ne le sait pas forcément dans l'immédiat. Je parle, par exemple, pour ceux qui partent à la retraite, vous le savez d'avance. Donc cette personne, il ne faut pas la mettre en APLD. Déjà, vous voyez. Donc l'engagement en termes d'emploi, c'est ce qu'on veut, c'est une vision au-delà du fait de ne pas effectivement de ne pas procéder aux ruptures de contrat. C'est une vision aussi à moyen long terme de l'entreprise, savoir ce que vous prévoyez de faire, que ce soit pour les secteurs d'activité concernés, pour l'ensemble de l'entreprise. Vous voyez, c'est à partir de ça qu'on juge. Effectivement, si vous avez quelqu'un qui est proche de la retraite et qui doit partir à la retraite, je vous dirais même, après, nous avons aussi, il faut nous ayons du bon sens aussi. Si vous avez quelqu'un qui est proche de la retraite, qui est en APLD et qui part à la retraite, bah, on ne va pas vous sanctionner, on ne va pas vous faire le reproche voilà, d'avoir mis cette personne à la PLD et cette personne-là part à la retraite par la suite. C'est-à-dire que pour nous, le contrôle se ferait et puis des sanctions en cas de licenciement économique déguisé, quoi. C'est-à-dire que la PLD suppose que vous ne licenciez pas pour motif éco. Après, s'il y a des départs de salariés en retraite, etc., ça ne remet pas en cause le bénéfice de la PLD. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, c'est dans ce secteur pour les salariés qui bénéficieront de la PLD, pas de licenciement éco, point. Après, la vie, elle continue. C'est-à-dire qu'un salarié qui part en retraite, un salarié qui est sanctionné pour une faute grave et qui le contrat est rompu, non pas pour motif éco, mais pour faute, ah oui, ça ne remettra pas en cause le dispositif de la PLD que pourrait bénéficier l'entreprise. Vous voyez, c'est compris? D'accord, oui, je recherchais mon micro. J'ai compris. Je vous remercie. D'accord. Christophe Boulas, tu veux poser ta question peut-être, Christophe? Je t'ouvre ton micro, ou Nico s'il y arrive avant moi. Ça y est, ça marche. Super. Oui, bonjour. Bonjour. Une quinzaine de jours, on a demandé donc la PLD en préparation au cas où, juste pour nos commerciaux. On n'a pas eu de réponse. Est-ce que ça vaut pour acceptation ou on doit encore attendre? Quel dossier? Christophe, ton activité, le nom de ton entreprise? Oui, le nom de l'entreprise. Ah oui, Chamborel. On a une activité de distribution de lunettes auprès des opticiens. Oui. Alors, il me semble que votre dossier, il est complet. Vous n'avez pas eu d'invalidation pour absence de documents ou quoi que ce soit? Non, du tout. Ben, c'est que votre dossier, il est complet, tout simplement. Alors, je l'explique. C'est bien que vous posiez la question. Actuellement, nous n'avons pas au sein de la directe, tout se fait, c'est vrai qu'il y a des choses qui prennent un petit peu de temps, de délégation de signature.
Donc, M. Caron n'a pas encore de délégation de signature. Et donc, mais nous pouvons valider. En fait, nous validons néanmoins les demandes. Donc, c'est Voilà. Qui a autorité Voilà. pour valider la PLD, autorité express des préfets, le circuit administratif pour donner la délégation de signature est en cours d'acheminement, mais ça ne remet pas en cause la validation de vos dossiers, quoi. Exactement. Les dossiers sont validés ou invalidés, il n'y a pas de remise en cause. Donc, vous n'allez pas recevoir de notification écrite. Ok, très bien. Mais s'il y a un souci dans un dossier, vous avez un retour. On vous fait toujours un retour, une invalidation, comme pour l'activité partielle, en vous demandant de nous transmettre les documents manquants. Et vous avez aussi les coordonnées de l'instructeur et on peut vous rappeler directement parfois, voilà, en invalidant. D'accord. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et donc, la question de... Je vais essayer de rouvrir le micro de Madame QF. Hop, si cela fonctionne cette fois. Nico, si tu le vois avant moi, si tu as de meilleurs yeux que moi. Oui, j'ai demandé la réactivation, mais il faut que la personne réactive elle-même son micro ensuite. D'accord. Et bien, sinon, je vais poser sa question. Ah, c'est bon, a priori? Ah, super. Madame QF, vous pouvez poser votre question? Allô, allô? Non, eh ben, je vais la poser alors. La question, c'était quand on a une convention d'activité partielle longue durée en cours, peut-on la transformer dans le dispositif ARM, donc activité réduite pour le maintien dans l'emploi? Alors, c'est peut-être le contraire qu'elle veut poser. Elle a peut-être une activité partielle classique. Classique, oui. Ah, oui, il y a écrit APLD traditionnel. Elle veut faire une appel. Alors, il faut qu'elle fasse une nouvelle demande d'APLD. Elle fait une demande d'APLD. Donc, la demande d'activité partielle s'arrête. D'accord? Là, elle a fait une demande, certes, peut-être jusqu'à décembre. Si sa demande est plus longue, bon, ce n'est pas un souci, mais il faut qu'elle fasse une nouvelle demande, mais en APLD. D'ailleurs, j'avais une question complémentaire sur le sujet. Est-ce qu'il faut, les entreprises qui ont fait une demande d'activité partielle de droit commun, est-ce qu'il faut qu'elles annulent leur demande d'activité partielle de droit commun pour basculer sur la PLD, ou est-ce qu'elles peuvent garder actif sans l'utiliser la PLD de droit commun et en plus utiliser la PLD? Alors, pour chaque salarié, bien sûr, ils ne vont pas utiliser les deux dispositifs, mais garder actif l'autorisation de la PLD de droit commun. C'est possible. C'est possible. En revanche, les salariés qui seront en APLD ne seront pas les mêmes qui sont en activité partielle. On est bien d'accord. Une entreprise peut même utiliser les deux. Hein. Après, en interne, peut-être pas, ça ne va peut-être pas plaire aux salariés, mais légalement, elle peut. D'accord. Les deux seront vraiment en grande difficulté. Hein. Là, ça voudrait dire qu'une entreprise qui risque de péricliter complètement, quoi. Hein. Sur le TIL. Hein. Mais c'est possible. Et il y a des entreprises qui m'ont dit on fait la demande d'APLD, mais au cas où on n'aurait pas l'autorisation, on garde de façon supplétive notre autorisation sur la PLD de droit commun, en attendant d'avoir l'autorisation sur la PLD. Oui, elles peuvent, oui. L'activité partielle de droit commun, c'est une ligne ouverte, utilisable ou pas, hein, pour les entreprises. Donc, effectivement, elle peut, alors, je vous dis, on sera bienveillant et on aura un pouvoir, une opportunité pour accorder, bien évidemment, une interprétation la plus large possible dans l'intérêt de l'emploi pour accorder de la PLD. Mais effectivement, au cas où, deux précautions valent mieux qu'une, de pouvoir utiliser l'activité partielle classique si l'entreprise le souhaite, bien évidemment.
Je ne vous entends plus, Monsieur Caroff. J'avais terminé. Vous m'entendez? Bon. On avait peut-être une question complémentaire à l'avant-dernière question qui avait été posée, qui était, et en cas de rupture conventionnelle, donc pour être parfaitement clair, s'il y a une rupture conventionnelle, du coup, au sein de l'entreprise qui bénéficie de la PLD, est-ce qu'il faut remplacer la personne qui s'en va? Oui, enfin, pour remplacer la personne, ça, oui, vous pouvez. Par contre, nous, pour ça, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de réponse à apporter. Quand c'est une rupture conventionnelle, puisque c'est les salariés aussi qui décident, bah, pour l'instant, on ne peut pas, voilà, on peut pas, on ne vous dira pas non. On ne vous dira pas non. Ça, ce serait pas logique. Ce serait pas logique. Vous aurez à bénéficier de la PLD Oui. pour le delta salarié -1, hein, on est bien d'accord. Après, il faut vraiment que la rupture conventionnelle ait le motif réel, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu sur le motif de la rupture conventionnelle. C'est bien un accord de consentement entre les deux. C'est pas une rupture de contrat pour motif légaux déguisé, voilà. Hein. Donc, pas de problème pour maintenir la PLD sur l'ensemble du service concerné, moins le salarié qui partirait en rupture conventionnelle. C'est d'accord? Vous m'entendez? Oui, on vous entend, pardon. La réponse était très claire. Il nous reste personnellement, il nous reste pour Monsieur Agathe et moi-même 5 minutes à vous accorder. Profitez-en. On se revoir après. Et en tout cas, n'hésitez pas à prendre contact avec mes services ou auprès de mon secrétariat s'il y a besoin. Oui, moi j'avais une question pratico-pratique. Donc le délai de réponse de l'administration, donc c'est 15 jours pour un accord d'entreprise et 21 jours pour un document unilatéral. Est-ce que vous utilisez le maximum de ce délai ou est-ce que les entreprises pourraient avoir une réponse avant le délai maximum? Ça dépend. Il y a certaines entreprises, c'est bien avant. Je vous entends pas très bien. Certaines entreprises ont eu des réponses avant le délai. Donc, ça dépend des dossiers, ça dépend du flux. Voilà. Et puis, des autres activités. Et ça, c'est, comme dit M. Caroff, de tambouille administrative. Mais oui, vous pouvez avoir. Le but, c'est pas d'arriver au bout du délai, c'est de traiter les dossiers, c'est de les instruire. D'accord. Parce que maximum. Entreprises qui m'ont dit que voilà, en document unilatéral, comme ils sont en sous-activité, que c'est vraiment urgent et que voilà, c'est pour novembre, les 3 semaines, ça fait presque un petit peu long pour elles, pour attendre. C'est le maxi pour réduire les délais vraiment, mais pensez aussi que on use et on abuse du temps de travail des agents qui des demandes, quoi. Hein. Donc on ne veut pas casser la corde. Hein. Non, vous avez raison, Monsieur Caroff. On fait le maxi, quoi. Absolument. Est-ce que pour nos entreprises, vous avez encore deux minutes en exclusivité avec les représentants de la Directe? Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce que vous avez pu poser toutes vos questions pratiques et opérationnelles? On fait un dernier petit tour de table. Peut-être, Monsieur Caroff, vous souhaitez nous dire un mot plus général, un petit peu sur votre analyse du contexte du moment? Alors, analyse du contexte, oui. Je disais à Monsieur le Préfet hier en réunion hebdomadaire que on n'a pas, sur la situation économique des entreprises du département, mais c'est valable aussi pour l'Île-de-France, on a peu d'introductions supplémentaires de PSE. Hein, en réalité, pour l'instant, on a des informations un peu concordantes sur des difficultés qui s'aggravent pour certaines entreprises, y compris de grande taille, qui envisagent très sérieusement dans les prochaines semaines d'enclencher ce type de dispositif de plan de sauvegarde de l'emploi, parce que directement lié à des secteurs en grande difficulté, je pense à l'aéroportuaire en particulier, hein, mais pas que. Ça confirme l'analyse qu'on porte, la position qu'on porte, à savoir que jusqu'à la fin de l'année, la situation, elle sera
elle sera en mi-teinte. Hein, les entreprises essayant d'aller le plus loin possible dans la gestion de leur activité jusqu'à la fin de l'année. Du début d'année, même si les remboursements du PGE sont reportés de plusieurs mois, etc., il va y avoir des vrais problèmes de trésorerie, des problèmes de carnet de commande. Hein. C'est les informations comme vous, que nous disposons de la part des milieux d'entreprise, etc. Alors, on a très peu d'informations, hélas, sur les TPE, PME en général, hein, même si on est en lien avec les présidents des tribunaux de commerce. C'est-à-dire qu'il y a des licenciements économiques qui se produisent en grand nombre quand même, hein, dans ce secteur-là, des TPE, PME. On est au tout début de cette gestion économique, hein, enfin de cette crise économique. Je voulais, par contre, vous informer que ça peut paraître paradoxal, mais dans le cadre du plan de relance que l'État accompagne, nous insistons tout particulièrement sur la campagne « Un jeune, une solution », en sachant que la jeunesse sera particulièrement un enjeu sur le traitement de la crise économique, hein, et sociale. Donc, on sollicitera et on sollicite les entreprises via nos missions locales, via les réunions de bassins d'emploi, etc., pour qu'il y ait vraiment, comment dire, pour les entreprises de pouvoir oser l'embauche de jeunes, en contrat en alternance en particulier, je pense à l'apprentissage, du fait que l'État financièrement met plus que les moyens pour faciliter l'embauche de cette catégorie de salariés, à savoir la jeunesse. Donc n'hésitez pas, vous serez forcément sollicité par les différentes initiatives engagées sur le département sur cette campagne « Un jeune, une solution ». Les entreprises, embaucher un jeune, c'est un coup nul sur plusieurs mois, quoi, hein. Donc il y a une part de risque, c'est évident, on en est bien conscient, mais il y a un enjeu extrêmement fort sur le maintien de l'emploi et sur le captage de l'emploi pour cette catégorie de salariés, enfin pour cette catégorie de population qui est la jeunesse, hein. Donc c'est vraiment un appel. Je suis bien évidemment conscient et réaliste, hein, mais on peut créer des résultats positifs. Alors je sais aussi que le secteur, ils sont sous tension en termes d'emploi, je pense au bâtiment en particulier. On essaie de capter l'intérêt de cette population jeune pour qu'elle puisse candidater à des postes dans ce secteur en tension, quoi. Donc on essaye vraiment de mettre nos forces pour répondre à ces besoins et des entreprises et le besoin d'emploi pour ces jeunes. Voilà, moi je voulais vous faire passer ce message-là. Et puis, bien évidemment, à votre disposition sur tous les sujets qui relèvent de vos préoccupations quotidiennes, là où la Direct peut vous aider, quoi. Vraiment. Merci beaucoup, Monsieur Karoff. Sur le dispositif Un jeune, un emploi, je rappelle à nos entreprises connectées que ce matin, vous avez eu notre newsletter hebdomadaire et vous retrouvez dedans la présentation de ce dispositif Un jeune, un emploi. Donc, effectivement, je me fais le relais. Je vous invite à regarder les modalités dans notre newsletter. C'est le pilier 3 du plan de relance. Mais effectivement, après, il y a la réalité de la situation économique. Tout le monde ne pourra pas, mais là où ce sera possible, effectivement, de favoriser l'emploi de ces jeunes. Merci beaucoup, Monsieur Karoff. Merci beaucoup, Monsieur Agathe, pour votre temps que je sais très précieux. Merci encore au soutien que vous nous apportez tous les jours quand on vous apporte des questions d'entreprise. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, bon courage. À vous également, bon courage. Au revoir. Merci infiniment, au revoir. Christine, tu avais des points à finir d'aborder. Tu traites les questions. On ne t'entend pas, Christine. Oui, est-ce qu'il y avait des questions complémentaires? Est-ce qu'il y avait des questions? Voilà, juste... Ou des réactions peut-être aussi sur ce que vous avez entendu de la part des représentants ce matin de l'État, hein, là en l'occurrence de la Direct, mais de l'État d'une manière plus générale. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné? Est-ce que vous avez des commentaires à partager avec nous?
c'est aussi ces moments d'échange avec vous l'occasion pour nous de continuer à construire nos remontées vers nos élus nationaux et les aider à négocier les meilleurs outils et les meilleurs dispositifs pour la suite. Hein. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis preneuse. Non, pas de réaction. Pas de questions particulières? Et ben dans ces cas-là, on peut peut-être vous libérer. On a débordé un tout petit peu par rapport au timing. Vous libérer, puis de toute façon, on reste à votre entière disposition. Vous avez toutes nos coordonnées. N'hésitez surtout pas. Voilà. Et puis, je redis ce qu'on dit généralement, hein, mais n'attendez pas le dernier moment pour nous solliciter le plus en amont possible quand vous avez des dossiers, des questions, quand vous préparez des démarches vis-à-vis de l'administration. N'hésitez pas à nous prévenir le plus tôt possible. Vous avez vu, hein, ils sont preneurs d'échanges, même en amont, pour faire les meilleures instructions possibles des dossiers. Donc, voilà. On reste à votre disposition. On vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup, Christine, pour cette réunion.